We have collected demographic data such as age, gender, familial situation, and also we have collected the blood to do some biochemical analysis. What we have done some routine biochemical analysis such as blood glucose level, cholesterol, triglyceride, urea, creatinine, acid, alate, sodium, and potassium. All biochemical tests were performed by automatic machine. Coming to the next point, statistical analysis. The study of the impact of depression on biochemical parameters of patients was performed using chi-square test and student test, of course, fixing the mark of 5%, and the statistical analysis was performed using R software. Move now to the result. As you can see clearly, that this table represents demographic characteristic. We have recorded that most of our patients were male, but actually female are more exposed to depression, and they age between 25 to 61. Most of them, they are married. It has been found that familial support can reduce depression. And finally, the employees are more depressed than a normal, with a person with no job. It's obvious, you know, because when we say job, we say depression. We say stress, we say depression. Okay, the second table represents the result of biochemical analysis. We can see clearly that this study has shown that a patient with major depression presented a level of sodium higher than the control group. This augmentation may be due or may be attributed to the effect of antidepressant treatment or to the transfer of this ion in the cell due to the stressful situation. Okay. In addition, a high level of cholesterol has been recorded in patients with depression mood, of course in comparison with control group. This increasement of cholesterol may be attributed, This augmentation of cholesterol may be attributed to like metabolic disorder, which was confirmed. A non-significant augmentation was recorded in the level of glucose in patients with major depression disorder compared to control group. This effect may be due to oxidative stress or insulin resistance. For the rest of the biochemical parameters, we have recorded an increasement in acid and alate, but with no significant impact because the level of P is superior than 0.05. Before closing, this research has many limitations. First of all, the short duration of 3 months was insufficient to fully evaluate the impact of depression and biochemical parameters. Secondly, the small number of participants, because in this era we have found only 15 patients. We cannot recruit or bring people from outside. And finally, the difference of dietary habits may have an effect on biochemical parameters in different regions, which limits the exploration of our results. To conclude, our study suggested that the relation between moderate depression and these biochemical parameters may contribute to improve the complete management of patients with major depression disorder. Our results need to be followed by other studies in the future that target more specific markers like neurotransmitters and its exploration on a large scale. At the end, thank you for your attention. L'assistance, bonjour. Je me présente, je suis Dr Touzoud et je suis ravie d'être ici parmi vous pour vous présenter notre travail qui porte sur le potentiel anticancéreux d'extrait foliaire de Melia azedarac sur des lignées cellulaires du cancer colorectal, c'est les cellules HTT107. Donc ma présentation va se dérouler en 4 temps. Comme vous le savez, les médicaments sont des produits de consommation courante qui ne doivent pas être considérés comme des produits anodins. D'ailleurs, la société fait face à de nombreux scandales sanitaires suite aux dangers liés aux médicaments.
ce qui constitue un grave problème à l'échelle mondiale. Pour cela, donc, il est devenu impératif de trouver de nouveaux composés bioactifs pour le développement de médicaments moins toxiques et tout autant efficaces. Pour cela, selon les scientifiques, avoir recours aux plantes à des fins thérapeutiques semble être une solution exploitable, notamment dans le traitement de différents types de cancers. Car malgré le progrès des thérapies anticancéreuses, le cancer reste la deuxième cause de mortalité dans le monde selon l'OMS, et le cancer colorectal est la deuxième maladie la plus fréquemment diagnostiquée, représentant la troisième cause de décès par cancer. Pour cela, nous avons choisi de travailler sur un arbre appartenant à la famille des Meliaceae, qui est Melia azedarac. Cet arbre est originaire d'Asie tropicale, mais il est largement réparti dans de nombreux pays d'Afrique, notamment dans le Maghreb central. Nous avons choisi de travailler sur cet arbre car il est riche en composés bioactifs et il est connu pour ses utilisations ethnobotaniques. Donc là, il serait intéressant de se poser la question, est-il opportun de continuer à utiliser ces médicaments synthétiques à risque, ou bien est-il préférable de se tourner vers de nouvelles stratégies thérapeutiques, moins nocives mais tout autant efficaces? Pour cela, notre objectif était d'essayer de trouver le potentiel thérapeutique de notre plante. Donc nous avons travaillé sur cet arbre, nous avons prélevé nos feuilles de différentes régions, mais de deux pays différents. Je travaille entre l'Algérie et la Tunisie. J'ai pris 2 régions algériennes et j'ai travaillé sur 2 régions algériennes et 2 régions tunisiennes. Donc, nous avons tout d'abord commencé par l'étude de la variabilité phytochimique. Concernant l'extraction des composés bioactifs, nous avons pris la décoction pour se rapprocher au maximum des méthodes traditionnelles, donc des tisanes, etc. Ensuite, nous avons effectué une HPLC-DAD dans le but d'identifier et de caractériser les composés bioactifs. Concernant l'activité anticancéreuse, donc nous avons testé la cytotoxicité de nos extraits. Nous avons débuté par un test de viabilité cellulaire. Ici, nous avons travaillé avec un test colorimétrique, qui est le test MTT. Donc, nous avons mis en contact nos cellules HCT116, cellules cancéreuses, avec les différents extraits de Melia azedarac. Nous avons travaillé avec 3 doses différentes, 50, 25 et 12,5 mg par millilitre. Les cellules ont été traitées avec la solution MTT. Par la suite, nous avons calculé le pourcentage d'inhibition de la croissance cellulaire grâce à une lecture, un lecteur à microplaques. Nous avons également évalué l'induction du stress oxydatif, donc la génération d'espèces réactives de l'oxygène. Nous avons travaillé toujours sur les mêmes lignées cellulaires avec les mêmes concentrations d'extraits. Nous avons essayé de révéler ce stress oxydatif grâce au fluorochrome DCF-HDA. Pour cela, nous avons mesuré la fluorescence du DCF, car cette fluorescence va être directement proportionnelle au taux de production de ROS. Car le DCF-HDA va tout d'abord être désacétylé en DCF, ensuite oxydé en DCFH, ensuite oxydé en DCF, qui est le composé fluorescent. Donc la présence de ce composé est directement proportionnelle au taux de ROS généré. Pour l'évaluation des lésions causées à l'ADN sur ces lignées cellulaires par nos extraits, nous avons utilisé une technique électrophorétique qui est le test des comètes. Donc les cellules ont été mises en contact toujours avec nos extraits foliaires aux mêmes concentrations, soumis à une électrophorèse, ensuite à une lecture au microscope à fluorescence pour pouvoir évaluer les classes de comètes. Donc les comètes se divisent en 5 classes. De la classe 0, où nous n'avons aucun dommage, le noyau est parfaitement circulaire, jusqu'à la classe 4, où nous pouvons observer une fragmentation importante de l'ADN qui va se présenter sous forme de queue de comète. Pour la mesure du potentiel membranaire mitochondrial, il a été évalué grâce au colorant rhodamine 123. Et nous avons terminé par une analyse de mort cellulaire en utilisant une combinaison cette fois-ci de 2 colorants, qui est l'acridine orange et le bromure d'éthylium,
qui vont nous permettre d'observer les altérations morphologiques causées aux cellules cancéreuses. Enfin, pour essayer de valoriser le potentiel thérapeutique de notre plante, nous avons évalué sa toxicité aiguë in vivo sur des souris immunodéficientes NMRI. Donc nous avons pris 12 groupes de 6 souris chacun qui ont été traités aux extraits aqueux à différentes concentrations, 1000, 1500 et 2000 mg par kilo, contre un groupe témoin qui n'a reçu que de l'eau physiologique. Par la suite, nous avons observé les changements du comportement physiologique des animaux et nous avons dénombré les mortalités dans le but de déterminer la dose létale médiane. Alors, dans le but de souligner l'importance des composés bioactifs de Melia azedarac, une identification et une quantification par HPLC-DAD a été réalisée. Elle nous a permis d'identifier 7 composés phénoliques, dont 3 acides phénoliques, qui est l'acide gallique, l'acide chlorogénique et l'acide caféique, ainsi que 4 flavonoïdes, l'hyperoside, l'isoquercétine, la quercétine, ainsi que l'isoramidine. L'évaluation de la viabilité cellulaire nous a permis d'observer une réduction dose dépendante de la viabilité cellulaire. On peut également constater que les extraits des localités algériennes exercent une activité cytotoxique plus importante par rapport aux extraits d'origine tunisienne. On peut attribuer par exemple cette réduction de la viabilité cellulaire à la quercétine et l'isoquercétine qui ont la capacité de provoquer une instabilité génétique et de diminuer la prolifération cellulaire. Concernant la mesure de la production d'espèces réactives de l'oxygène, on peut observer une augmentation significative du niveau de ROS de manière dose dépendante. Et on constate également que les extraits d'origine algérienne ont une activité pro-oxydante plus importante que ceux des extraits d'origine tunisienne. On peut attribuer ça aux composés bioactifs, car les extraits d'origine algérienne sont plus riches en composés bioactifs que les extraits d'origine tunisienne. Pour l'évaluation des lésions de l'ADN, on peut constater une induction de dommages à l'ADN dans les cellules traitées par rapport au contrôle, car on a un score de fragmentation qui est 10 à 11 fois supérieur au contrôle. Les résultats de la lecture au microscope ont également pu révéler les sites de dommages. Vous pouvez observer sur la photo de gauche les cellules contrôle qui n'ont aucune lésion, qui ont un noyau parfaitement circulaire, alors que les photos de droite, où on peut voir les sites de dommages, on peut constater une augmentation de la fragmentation d'ADN qui va migrer hors du noyau pour former des queues de comètes. L'évaluation du potentiel membranaire mitochondrial a révélé une diminution de l'intensité de la fluorescence, qui est également dose dépendante, ce qui signifie qu'on a eu une diminution de la rétention de la rhodanine 123, c'est-à-dire qu'on a une chute conséquente du potentiel membranaire mitochondrial, c'est-à-dire qu'on va avoir une dépolarisation de la membrane. Cette perméabilité de la membrane est cruciale dans le déclenchement de la voie intrinsèque de l'apoptose, car la chute de ce potentiel membranaire mitochondrial va favoriser la perméabilisation de la membrane, ce qui va provoquer un relargage des protéines apoptotiques, donc formation de l'apoptosome, qui va activer une cascade de caspases, dont la caspase 9 initiatrice et la caspase 3 effectrice. Cela a été confirmé par l'analyse de mort cellulaire où on va observer une augmentation du nombre de cellules apoptotiques par rapport au contrôle. On peut voir sur le contrôle que les cellules sont viables, les noyaux sont ronds et non infectés. Par contre, sur les autres photos, au milieu, on peut voir des cellules en cours de mort apoptotique, où le noyau va être sous forme de croissant, alors que sur la dernière photo, on observe une augmentation importante du nombre de cellules apoptotiques. Pour l'évaluation de la toxicité aiguë in vivo, nous n'avons constaté aucun décès dans aucun des groupes. Les animaux traités n'ont pas présenté une modification notable du comportement. Donc nous avons pu délimiter la DLC Cant à une valeur supérieure à 2000 mg par kilo. Donc en conclusion, l'activité antitumorale in vitro suggère que ces extraits pourraient servir de base au développement de nouveaux agents antitumoraux naturels et efficaces.
Mais pour cela, bien sûr, des investigations approfondies, incluant des études in vivo et des essais cliniques, seront nécessaires pour confirmer l'efficacité et la sécurité de ces composés dans un contexte clinique. Je vous remercie pour votre attention. Alors, bonjour tout le monde. Je tiens au début de remercier Madame Ziane et Madame Zeloré pour l'organisation de ce séminaire, le premier séminaire national sur les pathologies expérimentales et toxicologie. Permettez-moi de vous présenter une thématique un petit peu concernant l'asthme allergique, intitulée Étude de l'association entre le polymorphisme DHR399 et du leucine, du gène TLR4 et l'asthme allergique dans une population. Donc, l'asthme, la maladie d'asthme est considérée comme étant un problème de santé publique à l'échelle nationale et aussi à l'échelle mondiale, affectant toutes les tranches d'âge, c'est-à-dire à partir de l'enfance à l'âge adulte. Et selon les données de l'OMS de 2020, le nombre d'asthmatiques à l'échelle mondiale dépasse les 339 millions. Et par rapport à de nouvelles études de l'OMS, tout à fait récentes, d'ici 2030, il peut dépasser les 400 millions. C'est important et c'est alarmant. Donc, il faut comprendre un petit peu le mécanisme de cette maladie. Donc, c'est une maladie inflammatoire chronique qui touche bien sûr les voies respiratoires et résultant d'interactions entre des facteurs disons génétiques et des facteurs environnementaux. Et cette interaction, il y a beaucoup d'éléments qui sont... Voilà. Qui sont à l'origine de tout ça. Donc, parmi les éléments, on a testé dans notre étude les TLR4, c'est des récepteurs transmembranaires qui sont activés par les LPS, des bactéries gram-négatives, et qui sont impliqués dans la polarisation TH1-BR2 chez les asthmatiques. Et ces récepteurs, bien sûr, ils sont codés par des gènes. Et ces gènes-là influencent directement l'expression de ces récepteurs. Et si, quand on dit gènes, on pense à certaines mutations telles que les SNP, telles que les single nucleotide polymorphismes, les polymorphismes à un seul nucléotide. Et ces polymorphismes, ils ont été rapportés comme étant associés à la survenue de l'asthme chez différentes populations. Et parmi les polymorphismes étudiés, on a le thréonine 399 isoleucide, mais jusqu'à une époque donnée, aucune étude de ce genre n'a été effectuée dans la population algérienne, et plus précisément dans la population de l'Ouest algérien, dont j'ai travaillé sur une population de la wilaya de Chef. Donc j'ai pris comme étant un exemple ou un modèle d'échantillon. Comment on a procédé par rapport à cette étude? Donc, on a pris, c'est une étude cas témoin, donc on a parlé la matinée par rapport à l'aspect épidémiologique. Donc là, on a pris 100 cas et 100 témoins, c'est-à-dire 100 asthmatiques et 100 témoins, originaires de la même wilaya, originaires de la wilaya de Chlef, les deux. Bien sûr, on a focalisé notre travail sur l'asthme adulte. Okay, donc, on n'a pas touché l'asthme chez l'enfant, mais plutôt chez les adultes. Et parmi les critères d'inclusion, il faut que, c'est-à-dire le côté asthmatique, pour le renommer des témoins, il faut qu'il soit non apparenté. Concernant les témoins, donc, les échantillons ont été récoltés auprès du centre de transfusion sanguine et par rapport aux asthmatiques au niveau des différents hôpitaux de la wilaya de Chlef. Maintenant, le plan de travail, tout à fait au début, on a commencé par un questionnaire qui renferme certains critères d'inclusion pour l'étude, suivi par une fiche médicale pour les asthmatiques et pour les témoins. Et après, on a procédé vers l'échantillonnage du sang à partir des témoins ou alors des asthmatiques. Suivi bien sûr d'une extraction de l'ADN génomique par une simple méthode qui est la méthode du saltinate.
Concernant l'analyse génétique, le génotypage des polymorphismes 399 tréonie-isoleucine du gène TLR4 est effectué par la technique de PCR RFLP à une température d'hybridation de l'ordre de 59 degrés Celsius. Bien sûr, la température d'hybridation est en relation directe avec le choix des amorces. C'est-à-dire, elle peut changer. Vous pouvez trouver dans certains d'autres articles que cette température change, mais bien sûr, c'est en fonction des amorces choisies pour le traitement de ce polymorphisme. Après, une fois les échantillons ou l'ADN amplifié, donc suivi par une étape de digestion enzymatique qui est effectuée par une enzyme de restriction spécifique pour ce polymorphisme, qui est la FE1 à une température optimale d'activité à 37 degrés Celsius. Après digestion enzymatique, on a suivi par une analyse sur gel d'agarose qui permet de déterminer les différents génotypes de ce polymorphisme. Bien sûr, là, pour déterminer l'association ou la significativité de la différence entre les cas et les témoins, il faut effectuer des tests ou une analyse statistique. Donc, l'analyse statistique est effectuée par le logiciel SPSS 22 et on a pris comme paramètre statistique le test de Ki2 et le odd ratio. Donc, le test de Ki2 va déterminer la significativité, c'est-à-dire la différence, est-ce qu'elle est significative ou pas. Et le odd ratio, ça nous donne une idée par rapport au facteur de risque. Est-ce que ce polymorphisme est réellement un facteur de risque ou non? Comme résultat de discussion, donc, ce tableau représente les différentes caractéristiques visant quelques caractéristiques cliniques de la population à étudier, à savoir l'âge, entre les asthmatiques et les témoins, et les sexes ratios, c'est-à-dire est-ce qu'on a plus de malades féminins ou masculins. Donc d'après ce tableau-là, on constate qu'on a plus de femmes malades touchées par l'asthme comparé au nombre masculin. Et les symptômes d'allergie sont présents à 100% chez les asthmatiques. Et les témoins, bien sûr, ils doivent être ne présentent aucune allergie, même une rhinite allergique. Ce profil électrophorétique représente tout simplement le génotype ou les différents génotypes retrouvés. Donc on constate la présence des 3 génotypes, à savoir l'homozygote sauvage, le tréonine, ou l'homozygote mutant, isoleucine, et aussi bien l'hétérozygote, tréonine, isoleucine. Maintenant, concernant l'analyse génotypique et allylique de ce polymorphisme, on remarque que le génotype mutant est plus représenté chez les asthmatiques comparé aux témoins, avec un p-value de 0,003, ce qui signifie une différence statistiquement significative. Puisque tout simplement, ce p-value est inférieur à 0,05, le seuil de significativité. Ici, par rapport aux allèles, on note la même chose, que ce p-value, il est inférieur à 0,05 et la fréquence, disons, de l'allèle mutant est plus importante chez les asthmatiques comparé aux témoins. Maintenant, si on passe un petit peu au ratio, au OR, on constate qu'il est de l'ordre de 2,15 et dans un intervalle de confiance qui est entre 1,2 à 3,4, ce qui signifie que ce polymorphisme est considéré ou peut être considéré comme étant un facteur de risque pour les asthmatiques. Donc, d'après ces résultats, ou l'analyse de ce polymorphisme, on peut dire qu'on a une association entre l'asthme et ce polymorphisme dans la population étudiée, c'est-à-dire la population de l'Ouest algérien représentée par la population de la wilaya de Chef. Et ces résultats s'accordent avec d'autres travaux réalisés dans des populations appartenant à différentes ethnies, telles que la population irakienne, suédoise, polonaise, canadienne et turque. Maintenant, si on veut parler un peu de l'aspect biologique, si on veut expliquer nos résultats du côté aspect biologique, donc on sait que
le récepteur TLR joue un rôle très important dans l'immunité innée et particulièrement dans le mécanisme de défense contre les micro-organismes, plus exactement les bactéries gram négatives. Et on a constaté que le polymorphisme thréonine 399 isoleucine du gène TLR4 alerte l'affinité aux LPS, ce qui engendre un phénomène de non-réponse aux LPS in vivo. Et en effet, on a remarqué aussi que l'allèle isoleucine et le génotype mutant isoleucine de ce polymorphisme sont associés à des infections respiratoires élevées, c'est-à-dire à l'augmentation du taux d'infection respiratoire, comparativement au génotype, c'est-à-dire sauvage, tréonine. De plus, l'altération de l'expression de la molécule TLR4 affecte la réponse immunitaire innée aux agressions des pathogènes inhalés, parce qu'on est en train de parler de l'aspect respiratoire. Bon, pour conclure, on peut dire que ce présent travail, étant le premier sur la population algérienne de la wilaya de Chlef, a permis, disons, d'établir l'effet suivant, que le polymorphisme 399 tréonine du gène TLR4 est impliqué dans la pathologie de l'asthme dans la population de la wilaya de Chlef. Ça, c'est le premier point à retenir. Et pour être sûr de ça, pour affirmer, je propose d'autres études sur des populations plus importantes pour confirmer ces résultats. Donc, quand je dirais plus importante, c'est-à-dire plus importante en termes de nombre, bon, puisque notre population a été seulement de 100 cas, et aussi en termes de, disons, d'espace, de régions. Donc, pourquoi ne pas étaler cette étude sur plusieurs régions algériennes? Et vers la fin, je peux dire que comprendre la pertinence des polymorphismes dans les différents groupes ethniques semble important pour caractériser leur contribution au risque global de l'asthme. Et finalement, merci pour votre attention. Merci, Madame Sigali, pour la présentation. Chers collègues, honorable assistance, je vais aujourd'hui vous présenter une étude concernant les résistances aux antibiotiques chez une bactérie vraiment très... c'est une bactérie vraiment qui est considérée comme un carcinogène de type A par l'OMS, d'accord? Donc, cette bactérie cause beaucoup de problèmes dans notre population, et notamment les résistances aux antibiotiques aussi. Comme introduction, donc, la résistance aux antibiotiques constitue aujourd'hui une menace grave pesant sur la santé mondiale, non seulement pas pour la santé mondiale, mais pour la sécurité alimentaire et bien sûr le développement. L'OMS a déjà sonné l'alarme depuis plusieurs années concernant la résistance aux antibiotiques. Le Mycobacter pylori est reconnu comme étant un agent bactérien causant l'infection la plus répandue dans le monde. Et bien sûr, cette infection peut s'évoluer à des pathologies plus graves, telles que le ulcère gastrique, l'adénocarcinome du Malte, et bien sûr, parfois, dans 1% des cas, un cancer gastrique. Heureusement, ces pathologies peuvent être prévenues par une simple éradication, d'accord, bien sûr, incluant une trithérapie, un inhibiteur d'ampa proton et une combinaison de 2 antibiotiques, généralement c'est une trithérapie en Algérie, qui peut être efficace et qui peut éradiquer la bactérie pour prévenir ces pathologies. Mais malheureusement, cette bactérie est naturellement résistante à pas mal d'antibiotiques. L'abus de l'utilisation des antibiotiques, la non-compliance des patients, des facteurs environnementaux et bien sûr la multirésistance limite cette liste d'antibiotiques pour éradiquer la bactérie. Il y a un autre phénomène qui, bien sûr, peut jouer comme facteur limitant pour l'efficacité du traitement. Ces dernières années, plus la multirésistance et l'hétérorésistance. L'hétérorésistance est un phénomène très peu
communiquer, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a peu de recherches et peu de publications là-dessus. C'est quoi la l'hétérorésistance? En fait, l'hétérorésistance, c'est tout simplement une population bactérienne donnée peut donner différents phénotypes, ça veut dire différentes CMI vis-à-vis d'un antibiotique. Pour ceux qui ont pratiqué des antibiogrammes, donc vous avez remarqué plusieurs halos autour d'un antibiotique, d'un disque d'antibiotique. Donc c'est un phénomène très courant dans les échantillons, pas rien que pour HP, mais pour toutes les bactéries en fait. D'accord? Donc ces phénomènes peuvent vraiment causer des problèmes. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez prélever une colonie pour pratiquer par exemple des études éventuelles pour déterminer la CMI et tout, vous pouvez prélever que des souches sensibles par exemple, et éviter les souches résistantes, ce qui va en quelque sorte influencer l'estimation des pourcentages réels de la résistance aux antibiotiques, qui bien sûr va influencer la prescription du traitement, les doses bien sûr des antibiotiques, et automatiquement aboutir à un échec d'éradication. Donc, pour Helicobacter pylori, donc, nous avons ce phénomène, il est très répandu. Donc, l'estomac d'un individu peut être infecté par plusieurs souches d'Helicobacter pylori, soit sont des souches complètement différentes, et c'est dû généralement à des réinfections, d'accord, ou bien ça peut être une seule souche, d'accord, qui pourrait, bien sûr, grâce à des pressions sélectives, notamment des antibiotiques ou d'autres facteurs environnementaux, se transformer et donner d'autres clones, d'accord? On parle bien sûr d'infection monoclonale, enfin pluriclonale. Dans cette étude, nous avons essayé de chercher et de comprendre la relation entre les multirésistances, l'hétérorésistances et l'échec de traitement. Bien sûr, nous avons testé bien sûr, la résistance antibiotique phénotypiquement. Nous avons détecté des mutations dans des gènes connus pour leur relation avec la résistance à certains antibiotiques utilisant dans le traitement. Nous avons ciblé des patients, d'accord, qui ont connu un échec d'éradication. Donc cette étude s'est étalée sur une durée de 2 ans. Donc bien sûr, grâce à l'aide d'un médecin gastroentérologue, c'est Dr Halouch, je le remercie. D'accord, il a fait les prélèvements. Et bien sûr, ces patients ont été traités, mais bien sûr, les symptômes de gastrite chronique ont persisté après le traitement. Donc on a choisi ces patients principalement pour pouvoir étudier cette situation. Nous avons prélevé 2 biopsies intra-léphendiques pour s'assurer qu'on va bien sûr isoler la bactérie, parce que pour étudier l'antibiorésistance phénotypiquement, on est obligé de passer par la culture. Les critères d'inclusion étaient donc les cas de gastrite chronique à Helicobacter pylori chez des patients âgés de plus de 18 ans et de sexe. Les critères d'exclusion, bien sûr, on n'a pas choisi des individus moins de 18 ans, et ceux qui ont été traités par des inhibiteurs d'avampaproton, des antibiotiques ou des anti-inflammatoires dans le mois avant, bien sûr, endoscopie. Les méthodes, donc pour l'isolement, nous avons broyé les biopsies. Nous avons cultivé sur un milieu sélectif où on a ajouté des antibiotiques et bien sûr des facteurs de croissance, c'est très essentiel pour isoler les HP, parce que c'est très difficile d'isoler HP. Et l'incubation a été faite à 37 degrés Celsius en micro-aérobiose. Pour l'identification de la bactérie, nous avons, nous avons effectué une identification microscopique, donc une simple coloration de grains. Des tests biochimiques, nous avons testé 3 enzymes cruciales pour HP, c'est la catalase, oxydase et l'uréase. L'uréase, c'est les tests clés en fait, parce qu'elle a une uréase très rapide. Et bien sûr, lorsque nous avons confirmé que c'était réellement HP, grâce à l'uréase, nous avons prélevé 5 colonies distinctes de chaque boîte pour obtenir des cultures monoclonales, pour étudier les gènes de résistance et le polymorphisme, pour savoir réellement est-ce qu'un individu peut être infecté par des clones différents ou des souches complètement différentes. Pour l'antibiogramme, nous avons testé 5 antibiotiques
à savoir l'amoxicilline, la clarithromycine, la léofloxacine, le metronidazole et la tétracycline, donc sont les antibiotiques utilisés dans le traitement d'éradication en Algérie. La méthode utilisée, c'est une méthode E-test qui nous permet de déterminer directement la CMI. Et pour la détection moléculaire, pour confirmer réellement que c'est HP, nous avons effectué bien sûr une extraction d'ADN grâce à bien sûr un kit d'extraction. Nous avons testé par PCR standard le gène GLMS, c'est un gène de ménage de l'uréase. Les gènes de virulence VACA et CACA, donc deux gènes vraiment, le VACA c'est pour la cytotoxine bactériolysante et le CACA c'est la cytotoxine carcinogène. Et bien sûr, une simple technique PCR-RPD, c'est une technique simple, non coûteuse, mais qui permet de déceler les différences de polymorphisme intra-souche. Pour la détection moléculaire de la résistance aux antibiotiques, nous avons effectué un séquençage Singer des gènes 23S, donc impliqués dans la résistance des macrolides, la région PRDR du gène GIR-A, donc conférant des résistances aux bioanquinolones, et le gène RDX, concernant les imidazolés, le metronidazole. Les séquences obtenues ont été comparées bien sûr avec des séquences sauvages dans la banque de données, dans différentes banques de données, SIBI. Donc concernant les résultats, donc nous avons obtenu 250 isolats monoclonaux. Tous les isolats étaient identiques, donc pour la forme de colonie, et bien sûr pour la prolongation de grains, la même chose, donc c'était la forme typique HP. Les tests oxydase, catalase et beaucoup plus l'uréase étaient rapides, très rapides, donc c'était instantané. Donc on a confirmé que c'était HP. En même temps, nous avons effectué la PCR pour confirmer. Donc pour le gène GLMM à gauche, donc bien sûr toutes les souches ont le gène GLMM. Pour le gène VAC-A, pour le gène VAC-A aussi, donc toutes les souches étaient VAC-A positives, avec un génotype S1M1, S1M2, un génotype très virulent, combiné à un génotype CAG-A positif, génotype carcinogène. Toutes les souches étaient CAG-A positives. Concernant la résistance aux antibiotiques, donc nous n'avons pas noté de résistance à l'amoxicilline. Par contre, la résistance la plus élevée a concerné bien sûr le metronidazole, suivi par la clarithromycine, et bien sûr, en dernière position, c'est la tétracycline. Si on remarque les hétérorésistances, ça veut dire des populations sensibles et résistantes, le mélange de populations sensibles et résistantes, c'est la clarithromycine qui était la plus touchée par ce phénomène, suivi par la lévofloxacine. Concernant le metronidazole, pour le metronidazole, le taux de résistance est très élevé. C'est pour ça donc les hétérorésistances n'étaient pas vraiment très prévalentes. Pour les mutations des gènes liés à la résistance, donc nous avons trouvé différentes mutations, même chez le même patient. Ça veut dire que nous avons trouvé des CMI différentes et des génotypes différents. Donc ça veut dire que c'était vraiment très divers pour un même patient. Ce qui explique l'ampleur des pathologies gastriques en Algérie. Ça veut dire que si nous avons plusieurs souches, ça veut dire une inflammation plus accrue et donc plus de douleurs et plus de problèmes gastriques. Donc concernant les mutations, pour la clarithromycine, nous avons le wild type. Le wild type, dans la séquence, c'est le 2142A, qui peut être substitué par un C ou par un G, ou dans la position 2143 par, bien sûr, un C ou un G. Pour la lévofloxacine, la même chose, donc il y a pas mal de substitutions d'acides aminés. Donc, soit c'est l'asparagine qui peut être substituée par la tréonine, l'isoleucine ou oui. Et nous avons aussi une autre mutation en position 91 où la substitution d'acide aspartique par, bien sûr, l'asparagine. D'accord? Et à la fin, donc, nous avons, pour le metronidazole, nous avons l'apparition de codonstat. Ce qui explique les taux élevés de résistance au metronidazole. Donc ce tableau présente tous les résultats des cultures monoclonales, d'accord?
Donc je ne pouvais pas présenter toutes les mutations et pour 250 souches, ce n'était pas évident. Donc j'ai essayé de tout récapituler dans le même tableau. Je vais essayer de vous expliquer quelques exemples. Le premier exemple, c'est l'isola P30HP, dont tous les 5 cultures monoclonales avaient les mêmes critères phénotypiques et génotypiques. Donc, c'était sensible à la clarithromycine, résistant au metronidazole, sensible à l'hydrochlorothiazide, c'était le même polymorphisme par A et le même profil RAPD. Ça veut dire que le patient 30 était infecté par une seule souche, Helicobacter pylori. Si je vais prendre un autre exemple, l'exemple 32 et l'exemple 39, donc pour le 32, nous avons le même profil RAPD, tous les isolats monoclonaux étaient sensibles à la clarithromycine et sensibles à l'hydrochlorothiazide, le même génotype par A, mais pour le metronidazole, nous avons deux phénotypes et génotypes différents pour la résistance. Ça veut dire résistant et sensible avec des génotypes différents. Et là, ça peut être expliqué par, bien sûr, les modifications qu'une souche peut subir s'il y a des pressions sélectives, dans ce cas des antibiotiques. D'accord, je vais finir. Donc, et bien sûr, nous avons des cas où le patient est infecté par plusieurs souches. Voici bien sûr les profils AAPD de quelques souches. En conclusion, donc, dans cette étude, presque toutes les souches étaient multirésistantes et hétérorésistantes à la clarithromycine, à l'hémochlorothiazide et au metronidazole, impliquant un éventuel rôle dans l'échec thérapeutique. L'infection par plusieurs souches d'Helicobacter pylori est courante en Algérie. Cette étude a montré une forte présence de gènes associés aux pathologies plus graves, à savoir le VAC-A S1-1-4A positif. Lors de la sélection de colonies d'Helicobacter pylori pour les tests de sensibilité aux antibiotiques, il est important de sélectionner plusieurs colonies pour éviter de tomber sur une colonie de clones sensibles et éviter les clones résistants. Et à la fin, bien sûr, l'importance des techniques de génétique moléculaire qui permettent la détection génotypique des mécanismes impliqués dans l'antibiorésistance. Cela pourrait avoir des implications importantes pour les stratégies de traitement et la gestion des infections, en particulier dans les zones où le taux des résistances est très élevé, le cas de l'Algérie. Je vous remercie. Nous avons fait l'effet préventif également. J'ai fait d'autres choses que je n'ai pas exposées. Là, on a comparé un agent cytotoxique, mais pour l'activité anticancéreuse, nous n'avons pas comparé. C'est tout dans l'expérience. D'autres questions? D'autres questions? Bonjour. Ma question est destinée à Madame Béchir. Madame Béchir, j'ai assisté à une conférence et les médecins, ils ont parlé par rapport au prélèvement par endoscopie. Mais il pose problème dans le cadre de votre étude, dans le maintien des lésions ou bien des symptômes en post-traitement. Est-ce que vous avez une idée sur lorsqu'on fait prélèvement par biopsie, c'est-à-dire on maintient après, c'est-à-dire même si on traite avec des antibiotiques où vous avez les souches où vous avez par les agressions sensibles, donc ils vont maintenir la gastrite. Et ça, il est en relation avec les prélèvements. D'accord? Donc la technique de prélèvement. Et souvent, ils préfèrent une autre technique qui est, je pense, crash height. Je pense qu'il y a une chose comme ça. Donc peut-être que je n'ai pas bien compris. Mais est-ce que vous avez une idée sur ça? Oui, je vous réponds. Donc, pour les patients que nous avons étudiés dans cette étude, comme vous savez, en Algérie, on ne pratique pas de biopsie.
première intention. Ça veut dire que la biopsie, elle est faite dans des cas comme ça, lorsqu'il y a échec de traitement, lorsqu'on ne peut pas traiter. D'accord? Donc on ne pratique pas de biopsie en première intention. Oui, donc on ne pratique pas de biopsie en première intention, non. Donc on traite. Donc généralement ce que font les gastro-entérologues, donc ils prescrivent, donc ils font généralement une sérologie, ce qui peut fausser les résultats, d'accord? Ils font une sérologie. Si elle est positive, ils donnent directement un traitement anti-arthrite. D'accord? Après, s'il y a bien sûr échec de traitement, ils vont pratiquer une biopsie pour s'assurer qu'HP elle persiste et elle est dans les tissus. C'est bon. Ma première question est pour Madame Bekao. Donc, vous avez étudié quelques paramètres du chimie et par rapport à l'impact de la dépression, c'est ça, l'impact de la dépression sur quelques paramètres du chimie. Et d'après vos résultats, j'ai constaté que le 1A, la concentration du 1A, la différence entre les patients et les témoins, je suis juste un témoin apparemment, elle est de 0,03. Elle est significative. Bon, c'est un résultat significatif, mais est-ce que vous avez déterminé hors de mesure pour dire est-ce que c'est un paramètre de risque ou alors de protection? C'est ça la question? Oui. Non, on n'a pas déterminé le ordre là-dessus. Juste, on a fait une comparaison entre le groupe avec une dépression majeure et le groupe témoin. On n'a pas établi le ordre. Vous savez pourquoi je pose cette question? Parce que j'ai remarqué, bon, vous donnez un p-value de 0,03, mais en termes de chiffres, un c'est 141, quelque chose, et l'autre c'est 138. Il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas une grande différence. Et vous trouvez quand même un p-value qui est significatif, donc c'est pour cette raison que je vous pose la question. Est-ce que c'est un paramètre de protection ou alors c'est un facteur de risque? Non, on n'a pas établi le odds ratio. C'était une étude préliminaire, d'accord? On n'a pas trop, c'est-à-dire trop on n'a pas trop détaillé. J'ai essayé de savoir est-ce qu'il y a une différence, est-ce que la dépression possède une influence sur les paramètres biochimiques, un bilan insalubre, déprimé qu'on a dit, là non. On a trouvé quelques différences. D'accord. Mais est-ce que c'est la dépression qui a un effet sur... Voilà. C'est ça la question. Oui, j'ai compris. Est-ce que la dépression a un effet sur les paramètres biologiques, précisément, ou alors les paramètres le contraire. C'est le contraire. Oui. Parce que si la personne, à ma connaissance, si le taux du NA diminue dans le sang, la personne risque beaucoup de troubles. On peut dire de comportement, etc. Dans le futur, on va étaler le nombre d'échantillons et on va étudier dans les deux sens. Et on va calculer le haut de la tumeur dans le futur. Merci. Merci Madame Zéa. Toujours moi. Donc ma deuxième question, c'est pour Madame Bachir. Concernant les malades, les HP, ma question, vous avez présenté différentes souches. Est-ce que chez le même malade, on peut trouver 2 souches ou plus? C'est le but de mon travail. C'est le but de mon travail. Donc, j'ai essayé de savoir, de prouver si, bien sûr, un patient peut être infecté par plusieurs souches différentes. Ça veut dire il n'y a aucune apparenté entre ces souches. Ou bien, elles ne sont pas apparentées. Ça veut dire elles proviennent de différentes sources. Exactement. Ou bien, c'est une seule souche qui s'est évoluée et s'est adaptée à sa niche écologique qui est l'estomac de cet individu. On a trouvé les deux cas sont présents. Les 2 cas sont présents. Nous avons des cas où le patient est infecté par plusieurs souches différentes, complètement différentes. D'accord? Et nous avons trouvé des cas où c'est la même souche qui a développé des résistants. Donc on trouve le sensible et le résistant qui a développé une mutation pour, bien sûr, s'adapter en présence d'antibiotiques. Pourquoi? Parce que tout simplement,
dans la barrière de l'estomac, donc la disponibilité d'antibiotiques elle est différente. C'est-à-dire ça dépend de la position de la bactérie dans les couches de l'estomac. Si elle est exposée directement à l'antibiotique, donc elle est éradiquée automatiquement. Mais si elle est plus ancrée dans les couches de l'estomac, donc l'antibiotique ne peut pas pénétrer en concentration complète, et donc ça va provoquer en quelque sorte une pression sélective, d'accord, qui va causer des mutations et rendre la bactérie résistante. Et donc on va obtenir les deux clones, un clone sensible et un clone résistant en même temps. D'accord, mais par rapport aux résistances, c'est-à-dire si vous avez deux souches ou alors différentes souches qui sont résistantes à différents antibiotiques. Maintenant, puisqu'on est en train de parler de la médecine personnalisée ou adapter le traitement en fonction de la personne, comment procéder? C'est-à-dire, on va donner un même antibiotique, deux antibiotiques différents, quelle est la première souche? C'est ça le problème. Donc c'est ça le problème. Donc j'ai trouvé des souches avec des profils d'antibiorésistance complètement différents. Vous voyez? Donc déjà HP elle est traitée par une combinaison d'antibiotiques, d'accord? Mais bien sûr, le choix de ces antibiotiques cause un problème. Pourquoi? Parce que déjà la liste elle est courte. Nous n'avons pas beaucoup d'antibiotiques pour traiter HP. Et en même temps, donc cet abus d'utilisation des antibiotiques, dans des cas comme celui-ci, donc nous avons des souches sensibles et résistantes, nous avons donné des antibiotiques avec des petites doses par exemple, pas des doses adéquates, on va sélectionner des souches résistantes. Donc on va provoquer une sélection de souches résistantes, c'est la chose la plus grave. D'accord? Donc c'est très alarmant. Donc il faut vraiment faire attention. Encore une fois, je remercie les intervenantes et des femmes, ça fait plaisir. Concernant les études qui ont été faites ici à HF, concernant les dépressions, concernant l'asthme, concernant également les cobardières, ça fait plaisir vraiment. Donc j'avais pas cette idée-là, cette notion d'études épidémiologiques ici à HF, mais une petite remarque, est-ce que vos échantillons étaient représentatifs? Parce que j'ai remarqué, ça dépend. Non. Donc c'est valable pour la population étudiée. C'est pas représentatif vraiment, mais on aimerait bien qu'il y ait des études multicentriques. Même si on ne choisit pas un échantillon, quand il y a des études multicentriques, dans le même thème, la même méthodologie, le même protocole, on pourra dire que c'est représentatif. Quoique, apparemment, ça doit être ça. Pour les résultats, c'est pas... D'accord. Concernant le traitement anticancéreux, anti-cancer et la présentation de... on ne peut pas faire des essais d'êtres humains, quand même. Mais est-ce que vous proposez quelque chose, soit l'introduction parallèle, soit vous êtes, si ça donne vraiment un bon résultat, les études que vous avez présentées, est-ce que ça donne un bon résultat et comment faire, comment procéder pour proposer ça, ne serait-ce que en parallèle avec la thérapie anticancéreuse? Il faudrait tout d'abord passer vers des études in vivo, parce que là on a travaillé sur de in vivo. Je pense que la première étape la plus importante, c'est de faire un suivi in vivo et voir éventuellement ce qui est faisable, mais je pense que ça va être vraiment à long terme pour passer au clinique. On espère, mais voilà. Concernant la tuberculose, si vous le permettez. Concernant la tuberculose, elle a présenté un très bon travail. Oui, effectivement, la tuberculose continue à sévir, continue à être présente parmi les maladies infectieuses. C'est la première maladie infectieuse à déclaration obligatoire qui est enregistrée actuellement.
que ce soit au niveau de notre wilaya ou d'autres wilayas. La résistance également pose problème, bien sûr. Donc, vous travaillez en collaboration avec, c'est-à-dire pour les bilans, la culture, etc. L'université Tiani intervient ou là, vous avez pris des résultats des établissements publics? Merci pour votre question. En fait, on travaille en collaboration avec les EPS Pédon. Et puis, oui, les étudiants. Oui, parce que aujourd'hui j'ai exposé les résultats d'un seul FSP. Je n'ai pas exposé le reste. Oui. Et on a plus de 10 000 résultats, pas que 500. Oui. Alors, vu que je travaille au niveau de la faculté, donc je demande toujours à mes étudiants d'aller voir de près, déjà pour apprendre la culture microbiomédicale, en même temps pour consulter les dossiers médicaux, pour avoir les résultats statistiques et de réaliser des études épidémiologiques. Même dans une région, si existe, exactement. Oui, exactement. Donc ça peut être oui. Merci. Donc, juste, je vais ajouter quelques informations par rapport à ce qu'elle a dit donc, madame. Donc, par rapport à l'histoire culture similaire par la suite, et ses cliniques sur l'instrument, etc. Donc, sachant que les résultats in vitro et in vivo, c'est deux choses qui sont totalement différentes, parce que le problème là, même si on trouve, il y a beaucoup de plantes qui ont des effets miraculeux, mais lorsqu'on passe in vivo, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que ces substances bioactives n'arrivent pas à atteindre le côlon où ils vont exercer leur effet. Donc beaucoup plus, on a le problème de biodisponibilité, ce qu'on appelle. Donc l'acidité de l'estomac, les enzymes, donc qui vont dégrader ces substances bioactives, nous ne pourrons pas donc, exercer leur effet. C'est pour ça, maintenant, lorsqu'on travaille sur les substances bioactives et les activités biologiques, donc on pense directement à l'encapsulation, qui veut dire préserver nos substances bioactives pour pouvoir atteindre le côlon où ils vont exercer leur effet. Donc, même si c'est culture cellulaire, donc c'est une technique qui est très moderne, qui est importante pour l'effet, mais ce qui se passe in vivo, c'est autre chose. Donc, c'est beaucoup plus, il faut penser à développer une méthode afin de protéger ces substances bioactives pour atteindre le côlon afin qu'il exerce leur effet bénéfique. Ça va être un sujet de recherche. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on clôture le débat. Donc, on passe... Une dernière question, madame. Je vais poser quelques courtes questions. Une première question est posée à madame. D'accord, donc on parle rapidement. Je pense qu'elle est partie, la dame de budget. Elle est partie. Ah. Donc, je vais poser une question pour madame. Oui, juste après, elle était en train de poser question, monsieur. Et juste après, on va vous donner la parole. Ne vous inquiétez pas. Aïda. La fille de budget, elle est partie. La fille de budget, elle est partie. Donc je vais poser une question à Madame Bakara et puis à Madame Mounaziliani. Une question à Madame Bakara, c'est justement pourquoi vous avez choisi notamment des paramètres sanguins pour les analyser. Et puis est-ce que vous n'avez pas pensé à l'effet du traitement sur ces paramètres-là? Et par rapport au fait, moi, est-ce que vous prenez des traitements ou pas? Et puis même pour Madame Ziani, puisque comme résultat, qu'est-ce que vous envisagez comme traitement pour un problème génétique associé à voilà, c'est ça? Merci. Merci Madame Kahel. Pour votre question, pourquoi ces paramètres? Parce que ce sont des paramètres disponibles. Madame Kahel, ce sont des paramètres disponibles au niveau de l'hôpital. D'accord? Et pour l'effet de traitement,
Comme j'ai déjà répondu à Madame Ziani, dans le futur, Inch'Allah, on va essayer de voir, de faire une étude multiple, c'est-à-dire l'effet du traitement sur ces paramètres biochimiques et voir d'autres facteurs de risque, qui peut être soit un facteur de risque ou bien un facteur de protecteur. Merci. Oui. Merci Madame pour votre question. Maintenant, concernant le traitement, il faut comprendre que l'asthme est une maladie multifactorielle, c'est-à-dire il y a pas mal de facteurs qui interviennent, les facteurs génétiques, les facteurs environnementaux, les facteurs liés à l'ordre, le stress, énormément de différents, toute une panoplie de facteurs. Maintenant, le but des études d'association, en premier, c'est de déterminer est-ce que ce polymorphisme est associé à l'asthme, ou est associé à une maladie bien déterminée, c'est-à-dire est-ce qu'il joue un rôle, et déterminer ce rôle, est-ce que c'est un rôle protecteur ou un facteur de risque. Ça, c'est un. Et le but de tout ça, c'est de personnaliser le traitement, c'est de parler de traitement, c'est-à-dire si j'ai deux cas d'asthmatique, on peut les traiter différemment selon leur profil génétique. Par exemple, si on trouve que le premier présente, par exemple, si je prends comme exemple le TLR4, l'un des patients présente le tréonie, c'est-à-dire le polymorphisme sauvage, et l'autre présente le polymorphisme isoleucine, c'est-à-dire le polymorphisme mutant, le cas du SNP mutant. Donc on saura que le deuxième est plus affecté par les infections respiratoires que le premier. Ça, c'est un. Donc, on pourra adapter le traitement en fonction de ça. En premier, le traitement de base, c'est-à-dire le traitement à base de corticoïdes, et aussi des traitements additifs si la personne présentera futurement des infections respiratoires. Ça, c'est un exemple juste par rapport à ce qu'on a traité, par exemple le polymorphisme d'aujourd'hui. Et sachant que l'asthme, comme je viens de dire, c'est une maladie multifactorielle et aussi polygénique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul gène qui intervient. Il y a 100 gènes qui interviennent. Il y a 100. Et dans les 100 gènes, ce qu'on appelle des gènes candidats, il y a plusieurs mutations. Donc, c'est-à-dire c'est parmi les perspectives dans le traitement de l'asthme. C'est de personnaliser au maximum le traitement par rapport au profil génétique. Merci. Et bien sûr par rapport à d'autres facteurs, il n'y a pas que le profil génétique. Oui, c'est beaucoup plus une petite intervention, une constatation qu'une question. Donc, tu bats la communication شوية تاع l'asthme, تاع l'antibiotiques, dommage ما كنتش هنا ما شفتهاش. أنا جريت واش قلت البارح كي كنت نوري لك البلاصة قلت وعلاش il faut pas faire profiter les résultats تاع les recherches تاعكم ولا les études تاعكم مع جماعة تاع la santé parce que ça touche la santé en premier lieu. Donc quand vous faites كيما كنت شوية تاع la résistance, etc., ça nous concerne encore plus que quiconque. Sinon, ça va finir dans les archives. L'asthme, j'étais un échantillon de 100 personnes. Moi, je sais pas il y a l'idée de l'asthme. Oui, tu étais dans un service, tu étais... Alors, pour l'échantillon, c'était au niveau des hôpitaux généraux, c'est-à-dire... Quel hôpital? Il y avait l'hôpital de Ben Mohamed, il y avait le service... Il y avait l'hôpital de Ténès et l'hôpital de Sofra. Mais bon, Sofra, c'était quelques échantillons. D'accord. Pour d'autres raisons. D'accord. Parce que là, tous les hôpitaux, on a ماشي كاع les hôpitaux qui font de la pneumo. La référence c'est de Mohamed. Et puis, soit on a un service de pneumo et on n'a pas un pneumo, soit on a un pneumo, on a un service. Donc, concernant la tuberculose, par exemple, انت وين درتي l'étude تاعك؟ اوروب شاد. C'était à Oran. ماشي عادي. انا كنت حاسب عادي باسكو الغلطه اللي تسا
الجماعه تاع الجامعه ولا كسوا دي étudiants ولا دي دكتورون ولا دي professeurs etc. Quand ils font des études, il faut s'adresser à la bonne adresse. هما يروحوا لوبيتال ولا يروحوا dans un centre ولا حاجه. Primo, ما تكونش عندهم l'information généralisée. Secondo, ils ne sont pas vraiment motivés ou خافوا باش يمدوا l'information. تبان لهم كي يمد l'information, ils s'impliquent. C'est-à-dire qu'il faut aller directement dans la direction de la santé. C'est la direction de la santé qui chapeaute la forme. Et puis, les statistiques اللي حنمشوا عليهم. احنا ماشي كاع لي فلي ولا لي مالادي ولا لي مو عندنا دي ستاتيستيك عليهم دي فاسون جينيرال. الناس اللي بروغرام ناسيونال دي سونتي هما اللي نتبعوهم ونيفاليوهم وعندنا جالسين في لا تيبركلوز. صافي هذا كي دير تيبركلوز كون تجي لا دي اس بي راح نعطيو لك تو سكي كونسير لا تيبركلوز. تو سكي كونسير. Commençons par l'objectif. Programmation de la tuberculose, l'objectif terme, c'est de reverser la tendance. Il faut avoir plus de tuberculose pulmonaire que de tuberculose extrapulmonaire. C'est l'objectif. L'objectif terme, c'est 80% de TBC en pulmonaire et 20% de TBC en extrapulmonaire. L'important, c'est là. Donc, qui travaille dans un service, il n'y a pas d'information. Mais nous, dans la DSP, puisque nous sommes des chargés de programme, donc on dit que la tendance chez la femme et chez les hommes, ça diffère. La tuberculose chez une femme, la répartition par localisation, et ainsi de suite, l'urologie, les chutes, il y a un tableau, le docteur Benamérouche, notre collègue, le support de l'évaluation de la tuberculose, il est très très riche. On a un support trimestriel, on a un support annuel. Il est très très riche. فيه واحد 7 ولا 8 تاع الاخر. Donc واحد اللي بغى يخدم, je pense qu'il devrait s'adresser à la DSP. هكا هما ديروها. C'est le terrain, l'SCTMR, le service de les consultations et la autre, ou le service de pneumo, il y a quelqu'un qui est hospitalisé. Merci, monsieur, pour votre intervention. C'était vraiment enrichissant. En fait, en ce qui concerne mes étudiants, particulièrement de médecine, avant, la première des choses que je leur demande, c'est bien évidemment d'aller s'adresser carrément à la DSP. Oui. Ils sont beaucoup plus d'informations, ils peuvent vous orienter. Donc, les premiers. D'ailleurs, ils ont orienté mes étudiants en médecine d'aller voir les ESP suivantes, pour avoir les échantillons, pour avoir la documentation nécessaire. En ce qui concerne la répartition de la tuberculose pulmonaire extrapulmonaire, donc on a remarqué avant, je venais de citer, donc on n'a pas seulement 723, on a plus de 10 000. Quand j'ai exposé oui, plus de 10 000. À Oran, oui. Durant les 5 dernières années. Oui, 5 dernières années. Non, 600, 700, c'est au niveau d'un seul FSP. À Oran, c'est beaucoup plus. Donc on avait remarqué la prédominance. 5 ans, oui. Introspective. Donc on avait remarqué, oui, très bien. C'est en fonction de la population. C'est en fonction de la population. Ou la moyenne nationale. Là, on se mesure toujours la moyenne nationale. Parce que الناس ما يعرفوش يقول لك كاين بزاف تيبركلوز كاين بزاف تاع مرضى. مي حنا في لا سونتي مع المينيستير مع الي ان اس بي عندنا موين ناسيونال. Soit on est au-dessus de la moyenne, soit on est au-dessus de la moyenne, soit on est mal en moyenne. La moyenne pour la tuberculose, il y a quelques années déjà, moi je suis battu le bulletin terme du ministère, c'était 500 cas. 500, c'est avec la moyenne nationale. Si vous avez enregistré moins de 500, c'est la bonne voie. Si vous avez enregistré là, il y a un problème.
C'est aussi la prévalence, c'est l'incidence. بالك انت يا دكتور هضر كي قلتي لي 10 000 بالك سي لا بريفالونس. لا بريفالونس من 62 اللي كومونسا البروغرام تاع لا تيبركيلوز تطلع. دونك il faut toujours par exemple الصباح on était sur le concert مع كاع لي زونكور تاعنا لي زالابات ولي ميدسان تاع لا فورماسيون كاع درنا فيما يخص لوجيست تاع الكونسير لي جون يبارل يقول لك يا بوكو دو كونسير اشرف انا بقيت مخلوع لحظه ديالي نو كيما كيجي واحد يهضر شنو فينا شكون اللي قال لك بلي يا هكا قلت لك الوغ حنايا ما عندناش كاينين موين ناسيونال في النص حنا كي الناس الجزائر مقسومه على توا على سيت اس تي يحوز دونك الخلاص il faut toujours كما كنت نقول لك روحي وين كاين لانفورماسيون فوالا اكزاكتومون هذه بحال نعطيها لكم كنصيحه انتم فات بوكو دو ريشيرش ديتيد روحوا توجور وين كاين لانفورماسيون وثاني ما تنساوش بارطاجوا معنا خدمتكم بارطاجوها مع ناس سا فريمون اغريبل. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Donc, je vous remercie pour votre intervention très intéressante. Donc, avant de passer au déjeuner, donc juste une petite intervention de Dr Cheib. Donc, j'espère que vous n'allez pas tarder. Est-ce qu'il est recommandé de, par exemple dans le cas du tuberculose, c'est-à-dire de donner des antibiotiques, parce que vous avez المدام باللي لازم لي زونتيبيوتيك الجامعات البارتاج l'expérience تاعها بصح حنا رانا نشوفوا اليوم في لا براتيك lorsque vous donnez les antibiotiques par exemple à واحد عنده tuberculose est-ce que c'est les recommandations تاع المينيستير تعطيها له وتقول له روح شرب في الدار ورانا عارفين النوع تاعك ورانا باغيين نليتو كونتر لونتيبيو ريزيستونس انا كلمه مازال ما فهمتهاش اسكو نتوما تقولوا هكا ولا كنا ما يمكن نقولوا لكم دي المعلومه شنو راح نفيدوكم مادام il y a une démarche dans l'utilisation انت بالك عندك الصح في التريتمون دوميسيل باسكو هي ان ريسك دو مي حنا اون اجي توجور سو ان كونسونسيس كاع لي بروغرام دو سونتي كاع تقريبا عندنا واحد 35 ولا 36 بروغرام كاع لي كروند مالادي هادو عندنا دي بروغرام دو سونتي يا ان كونسونسيس ما نخرجوش عليه العلماء تاعنا يتفاهموا على كونسونسيس سوا ثيرابيتيك ولا كسوا ويقدروا يخلونا نخدموا فيها في لا تيبركيلوز حنا اونسبيتاليز لي جون يكونوا مالومبوا الناس اللي يكونوا تاع السبيطار هذوك بصح اون فوا الاخر يروح يتبع التريتمون تاعو في دارو ولو كونترول كاين لو كونترول وكاين لي زونكيت سا فو دير واحد كونت يلي ديكلاري تيبركيلو كيروح يدير الاس سي عندنا دي سيرفيس اسمهم اس سي تي ام ار service de consultation et de maladies transmissibles, etc. Donc, seulement وين يعرف اللي عنده لا تيبركيلوز ومن بعد واش يدير ياكل التريتمون تاعو سي 6 موا يتبع راه في دارو وكانوا ضروري كون لو فيكتيف باسكو خلاص بدانا شويه نروح الطبيب تاع الدياتي بكي كنا نقولوا الدياتي الطبيب تاع السي ام يروح يتبعوا كل شهر ولا حاجه يروح ليه للدار يتبعوا يدير لونكيت شويه يتبع لاخر تاعو يتبع اسكي لي ريسبكت لي كونسين تاع ليزولمون لي كونسين تاع لا بريفونسيون بور با كونتاميني دوت حتى يبان او دولا دو 6 موا كاش la tuberculose au-delà de 6 mois au caisse il faut s'orienter vers autre chose vers des cancers vers des maladies pour le DNA ça dit 6 mois خلاص ثلاثة فوق 6 mois ça veut dire هذا بروبليم وبالك الطبيبة تزيد ثاني توضح لكم أكثر. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Donc, pour la tuberculose, c'est un programme national.
Et parmi les programmes nationaux qui ont vraiment résisté et réussi dans notre pays, il y avait c'est-à-dire des professeurs qui s'acharnaient pour l'éradication de la tuberculose. Malheureusement, ce n'est pas éradiqué. Peut-être qu'il y a des failles dans le programme, peut-être, on ne le sait pas. Mais il n'y a pas que ça, il y a également la pratique. La pratique, on a une population, comme on l'a dit, une population qui n'a pas de capacité comme il se doit. Donc, c'est le rôle le personnel, bien sûr. Auparavant, les malades étaient hospitalisés pour une durée de 10-15 jours, le temps que le traitement commence à donner ses effets. Par la suite, il prend le relais, c'est le SCTMR qui prend le relais. Actuellement, on connaît toujours le nombre de tuberculeux est toujours important. C'est vrai, on doit le rapporter à la population qui est en augmentation également. Tant que la population dit, et la maladie n'est pas éradiquée, tant qu'on aura c'est-à-dire, si on compare les chiffres, cette année on a 500, l'année prochaine on aura 570. Pour nous, il y a une augmentation. Mais si on rapporte ça à la population, peut-être faire un effet de la même incidence. C'est-à-dire, elle est stable. On n'a pas reculé et on n'a pas avancé. Pratiquement, c'est stable comme prévalence ou l'incidence de la tuberculose. Bon, actuellement, pardon, je vais terminer. Actuellement, la majorité des malades sont prises en charge au niveau des SCTMR, donc c'est le suivi, c'est des services de suivi, de contrôle de la tuberculose et les maladies respiratoires. Là, on s'intéresse à la tuberculose. Donc, il y a des traitements termes. Ça dépend des équipes. Les équipes doivent insister à l'aide malade, à la prise de médicaments, à telle heure, à jeun, etc., etc. Bien sûr, le contrôle, les émissions peut-être un mois, les émissions bien avant, pour voir les malades disciplinés, et les machines disciplinés, l'entourage, c'est-à-dire les sensibiliser, l'entourage, le malade lui-même, peut-être pour ne pas arriver à la résistance donc, sinon, et parfois malheureusement, le malade fait début déjà, il est contaminé par un BK résistant. Et là, c'est un problème. Le cas un mois plus pour le contrôle, je la culture, etc. Donc, on n'aura pas de résultat où on peut perdre le malade à tête. Il est face le BK résistant est compris, ou alors, qui dit un contrôle, une culture, là, on saura si c'est pas résistant, continue le traitement, qui ne devrait pas être de longue durée. À 6 mois déjà, c'est avec la toxicité des médicaments, avec les effets secondaires, donc parfois, il y a certains cliniciens qui continuent peut-être une année, c'est pas vraiment indiqué. C'est ça. J'allais dire un autre point, mais j'ai oublié. Merci madame. Donc, je vous remercie mesdames et messieurs pour vos interventions et vos questions très intéressantes. Mais là, on doit clôturer le débat. Donc je vous invite au déjeuner. Par la suite, on va revenir ici afin pour la clôture et aussi pour donner la recommandation. Merci.